Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission dominicale RTA Presse. Pour l'année en cours, la prévision de création d'emplois nouveaux est fixée à 250 000 au moins. Déclaration forte du président de la République, Paul Biya. Le président qui s'adressait aux jeunes, c'était le 10 février dernier. Pendant ce temps, Maurice Kamto et Sostène Fouda contredisent le chef de l'État. Les deux hommes politiques pensent que tout ce qui a été dit par l'homme du renouveau, c'est du bluff. Décryptage, c'est dans RTA Presse. Et puis, encore Paul Biya, 81 ans, au compteur. L'homme du 6 novembre a soufflé le 13 février dernier sur une bougie de plus. Faut-il dire merci ou alors au revoir au chef de l'État camerounais? Réponse, c'est dans ce numéro de RTA Presse. Vous également, vous pouvez participer à ce débat en composant les numéros de téléphone qui vont s'afficher dans quelques instants sur l'écran. Et juste une respiration avant d'accueillir les invités. Sur ce plateau pour dérouler le tapis rouge aux invités. Tout d'abord, Alain Do, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la mairie de Sang-Mélima et c'est une énième fois que vous êtes sur ce plateau de Royal Télévision d'Afrique, surtout sur le plateau de RTA Presse. Alors, on a célébré cette semaine la Saint-Valentin. Vous étiez de la fête, Alain Do? Je trouve que ça fait partie des choses qu'on vend quand une société est en crise. Quand une société est en crise, ce qui se vend le plus, c'est la bêtise. Donc la Saint-Valentin pour vous, c'est la bêtise. Je dis que c'est la bêtise parce que si je dois aimer mon épouse et lui manifester mon amour, je dois le faire tout le temps. Il ne faut pas que j'attende un fameux 14 février pour que je fête je ne sais quoi. Voilà ce que je voulais dire à propos. Donc vous n'étiez pas dans la mouvance de la fête de la Saint-Valentin. Je suis constant vis-à-vis de ma compagne. C'est-à-dire que c'est une attitude constante. Elle ne change pas, elle ne varie pas. Elle est sincère. Et je suis moi-même, je suis un boulot de Sang-Mélima, c'est-à-dire un bantou. Donc j'ai les comportements de bantou, des comportements normaux vis-à-vis de la femme qui t'accompagne, de la femme que tu aimes, la mère de tes enfants. Voilà. Voilà, merci à Alain Do, merci d'être venu donc sur ce plateau. Nous allons accueillir Ateba Yene-Laurent. Bonjour. Bonjour. Voilà, Ateba Yene-Laurent, vous êtes patriarche, vous êtes également président du comité de base de la 7e sous-section RDPC du Fundi 4. Est-ce que l'ordre est revenu dans le canon sportif de Yaoundé, Ateba Yene? Pardon? Est-ce que l'ordre est revenu dans le canon sportif? Parce que le canon sportif de Yaoundé a connu quelques temps de troubles. Ben, écoutez, permettez-moi d'abord, ce n'est pas dans un esprit de contradiction. Je voudrais dire un mot par rapport à l'intervention de monsieur le conseiller. Et je serais d'ailleurs d'accord partiellement avec monsieur le conseiller qu'il faut être constant quant à aimer s'adulciner. Mais je voudrais aussi rappeler à monsieur le conseiller que la Saint-Valentin n'est pas une création camerounaise. Ce n'est pas une création de Paul Biya parce que j'anticipe un tout petit peu parce que je vois venir. Ce n'est pas une création de Paul Biya, une société en crise comme pour citer monsieur le conseiller. On leur offre, comme dirait Jules César, le jeu et le plaisir. Maintenant, en ce qu'il s'agit, le canon sportif de Yaoundé. Comment ce club se porte? Ben, écoutez, comment ce club se porte? Vous savez, il y a plusieurs... votre question peut être assez large. Au niveau des résultats, je vais vous dire, mais vous voyez bien qu'on a perdu 2 sur 2 et ça ne fait pas plaisir pour le canonnier de souche que je suis. C'est une mauvaise entame pour le canon sportif de Yaoundé en ce qui concerne la Ligue 1. Pardon? C'est une mauvaise entame pour le canon sportif. Oui, absolument. Absolument. Battu par 2 fois. Oui, absolument, mais je voudrais vous dire, vous savez, je pense savoir un tout petit peu où est-ce que vous voulez, la question que vous voulez réellement poser, que vous ne posez pas, est-ce que c'est par rapport à
à la crise aujourd'hui. Canon sportif de Yaoundé. Oui, monsieur Atangana. C'est ça qui est à l'origine de cette piètre prestation de Canon sportif de Yaoundé. Mais je comprends que le rôle des journalistes est de poser des questions, mais pas de répondre à ma place. Allez-y. Bon, alors vous me posez une question, laissez-moi répondre. Allez-y. Ce que vous appelez crise dans le Canon sportif de Yaoundé, en fait, n'en est pas une. C'est une crise, oui. On veut la créer de part et d'autre parce que tout simplement il y a un manque de respect des textes. Et je crois sincèrement, parce que le Canon est un club mythique, le Canon est même aujourd'hui le pivot, le socle du football camerounais, parce qu'il y a un esprit derrière le Canon. Vous avez vu Coton Sport, pendant près de 19 ans, championne, et aucun trophée ramené à la maison. Le Canon sportif de Yaoundé, ce qui me dérange un tout petit peu dans ce qui se passe aujourd'hui dans le Canon, c'est que les instances qui sont supposées normaliser les choses ne nous aident pas beaucoup, et surtout qu'ils ont décidé de prendre un parti. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un particulièrement, mais tout le monde peut voir ce qui se passe aujourd'hui dans le Canon sportif de Yaoundé. La FIFA avait demandé, avait instruit les ligues professionnelles africaines et à travers le monde, que ce soit les sociétés, que les associations se mutent en société, et que ce soit les sociétés qui puissent gérer, bien sûr, ça c'est n'est qu'un pan de ce qui se passe dans une société anonyme normale. Et aujourd'hui nous voyons que la ligue qui n'est pas très forte, professionnelle, je parle du général Semengue. J'ai d'entrer à Tebayeni. Bien, d'accord. Juste quelques secondes. Alors, nous accueillons le troisième larron, et d'ailleurs le tableau affiche complet. Maï, bonjour. Bonjour BDA, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs de RTA. Nous sommes là ce matin, pour une fois, mais nous, dans le camp nationaliste, nous sommes tristes parce que... Vous êtes triste? Nous sommes tristes parce que nous avons sur la main une succession de morts ces derniers temps. Vous parlez de Abanda Pama? Je parlais d'abord du doyen, c'est-à-dire que le président de la nationale, Abel Yinga, je suis en cours à suivre, je suis avec Adolphe Papindoubé et Abana Mpama qui a été déposé à sa dernière demeure. Voilà, parlons justement de Abanda Mpama. Je rappelle que vous êtes vice-président du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. Les obsèques de Pierre Abanda Mpama se sont déroulées hier au lieu dit Coran à Yaoundé. Les partis politiques étaient fortement représentés. Alors Timi Evuna, qui représentait le gouvernement camerounais, le délégué du gouvernement était bel et bien présent. Il a demandé qu'on arrache le micro, bien sûr entre les mains de Sosten Fouda, un homme politique, lors de son témoignage. Alors, Gilbert Timébouna estimait que Sosten Fouda extrapolait dans ses déclarations, parce qu'il a demandé à Banda Pama d'aller dire à Oumiobe, à tous ceux qui sont décédés, d'aller dire que Abanda Pama aille dire tout simplement à ceux-là que le Cameroun se porte mal et que les jeunes croupissent dans la misère. Mais vous n'en avez pas géré cela. Comment qualifiez-vous ces gestes? Non, moi je vais vous dire une chose. Moi, au-delà de ma casquette de vice-président du bureau du comité de l'UPC, je suis un Bantou. C'est-à-dire que avec le peuple Ewondo, nous partageons les mêmes terres, nous avons les mêmes limites. Nous allons le soir au même ruisseau pour le voir. On se retrouve dans les mêmes rivières parfois pour pêcher un poisson et aller le consommer à la maison. Tout à fait. Dans Nobekorok, comme on dit en Béti, dans Nobekorok, il y a les femmes Béti d'un côté, les femmes Bassar de l'autre. Donc nous avons pratiquement les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Et ça date de plusieurs centenaires. Il y a plusieurs siècles que nous vivons comme ça en paix. Et je me souviens que dans la tradition bantou, on n'arrache pas, on n'empêche pas quelqu'un de parler. Lorsqu'on veut empêcher quelqu'un de parler, on le fait en amont. C'est-à-dire que on dit cette personne est mise en quarantaine. Alors parce que cette personne est mise en quarantaine, il n'a pas le droit de prendre la parole en public. Maintenant,
quand quelqu'un est mis en quarantaine, ça relève de l'ordre du patriarcat. Heureusement, on a un patriarche. C'est les patriarches qui gèrent cette situation-là jusqu'à ce qu'il ait réparé la faute qu'il a commise vis-à-vis du peuple. Il faut comme signaler que Gilbert reconnaît également patriarche. J'en viens, monsieur. Je crois bien. Sauf. J'en viens, je ne suis pas certain. Voilà, le patriarche n'a pas passé. Il n'est pas patriarche, il est délégué du gouvernement. Mais il était dans la posture, bien sûr, du représentant du gouvernement aux obsèques. Oui, mais attendez, le gouvernement a un organe qui gère les temps de parole, n'est-ce pas? On ne peut pas censurer un Camerounais comme ça, un Béti en plus, et un Néondo de surcroît, et un camarade de lutte pour Abanampama, pour terminer de cette manière-là. Alors je disais que chez les Bantous, lorsqu'on veut interdire à quelqu'un de parler, on met cette personne en quarantaine en fonction des actes qu'il a posés. Les patriarches s'asseyent, ils décident que telle personne est mise en quarantaine. Il ne peut pas venir là où on joue le songo, il ne peut pas s'asseoir là où on partage le vin de palme, il ne peut pas s'asseoir là où on enterre mort, il ne peut pas faire le silaou, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Mais quand ce n'est pas le cas, personne n'a le droit d'interdire à un Bantou de parler dans les obsèques d'un autre Bantou qu'on veut enterrer. Voilà, on vous a parfaitement compris. Nous allons donc marquer un temps d'arrêt pour suivre ensemble cet élément réalisé par Nathalie Etundi. Que retenir du discours du chef de l'État? Regardons ensemble. Son Excellence Paul Biya, président de la République, n'a pas dérogé à la règle. Le discours du 10 février en prélude à la 48e édition de la fête de la jeunesse est en étroite collaboration avec le thème jeunesse, patriotisme et promotion de l'intégration nationale. En s'adressant aux jeunes, on a vu un président soucieux du devenir de sa jeunesse, optimiste quant à son avenir, mais surtout un leader qui influe une énergie positive à ses troupes. S'agissant de son inquiétude, le chef de l'État est revenu sur la baisse criarde de la moralité publique dont fait montre la population camerounaise. Pour marquer son optimisme, Paul Biya a présenté un bilan de 12% de majoration sur les prévisions de création d'emplois, préoccupation principale de la jeunesse au cours de l'année écoulée. Il a annoncé fortement la création de plus de 250 000 emplois au regard de la possible augmentation du taux de croissance en 2014. Il s'est également félicité de la politique générale de la jeunesse à travers le renouvellement des organes exécutifs du Conseil national de la jeunesse et la participation massive des jeunes au double scrutin du 30 septembre dernier. Toutefois, pour booster son fer de lance, le père de la nation appelle à la professionnalisation, à la spécialisation dans diverses formations et à l'extension de la possibilité de formation dans les enseignements primaires, secondaires et universitaires. Il invite les jeunes à un engagement dont les enjeux sont essentiellement liés à l'accès au développement qui mettra tout le monde à l'abri des besoins primaires tels que définis par Maslow. Ainsi, l'intégration effective et efficace des jeunes concourira à la réalisation de grands projets structurants qui permettront l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. En somme, le chef de l'État suscite la réflexion sur la participation efficiente de la jeunesse dans l'exécution des projets porteurs de croissance et d'emploi dans notre pays. Son Excellence Paul. Voilà, merci pour cet élément. Que retenir donc du discours du chef de l'État? C'est l'objet, bien sûr, du premier débat. Effectivement, le président Paul Biya s'est adressé à la nation, beaucoup plus à la jeunesse camerounaise. C'était au soir du 10 février dernier. Alors, à Tebayéné, Paul Biya était-il serein ou alors son visage était-il radieux? Comment avez-vous qualifié la posture du président de la République? Ben écoutez, je ne suis pas là pour qualifier la posture du chef de l'État, mais je retiens la quintessence de son discours, l'essence de ce qu'il y avait, le message qu'il y avait à transmettre aux jeunes Camerounais. Ce que j'ai retenu, c'était un cours, pour moi, magistral, un cours d'instruction civique, ça a été un cours d'économie statistique industrielle. Et je dirais aussi que, pour terminer, le président, quand on prend son discours et le message que moi je peux retenir à la fin, c'est que ça a été un appel au patriotisme.
chef de l'État, un appel au patriotisme. Il est passé par l'incivisme aussi, quand j'ai dit instruction civique, parce que, vous savez, on peut... Ou alors l'éducation civique. L'éducation civique. Vous savez, dans ce pays, le Cameroun a atteint un degré de déliquescence morale sans pareil. Et moi, ce qui me surprend, c'est que beaucoup on parlait tout à l'heure de monsieur le délégué du gouvernement, que je ne critique pas, mais s'il pouvait m'entendre, s'il pouvait m'écouter, je lui dirais de capitaliser l'incivisme. Comment ça mettrait peut-être tout un strategic planning, tout un projet pour le faire, mais il y a beaucoup d'argent qu'on peut capitaliser pour payer les Camerounais contre leur instruction civile. Je pense que le chef de l'État a été très clair dans ses, la jeunesse à son appel. Oui, ça a été un appel au patriotisme, et je crois que quand on lit entre les lignes aussi, vous voyez, le chef de l'État a bien dit que l'oisivité était les mots de la cause de tous les maux. Mais dans le même temps, il a dit ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait pour les jeunes, non seulement pour les jeunes, pour le peuple camerounais, la santé. Il a mis un accent, l'agriculture, des programmes qui sont en cours de réalisation. Et je crois qu'il a aussi parlé de 400 programmes dans les divers arrondissements et les départements au Cameroun. Voilà, nous y reviendrons en détail sur les quelques clichés phares de ces discours du chef de l'État. Alors, il s'est passé à Lendo, corrobore les propos du patriarche. Il estime que le président de la République a appelé les jeunes à adhérer au patriotisme. Je voudrais commencer par dire que, en tant que Camerounais, chaque fois que le chef d'État s'adresse à la nation, bien à un segment de la nation, j'écoute. Donc j'étais tout. Vous écoutez attentivement. J'étais tout pour écouter le discours du chef de l'État. Bon, et on dit cela. Bon, vous avez posé un certain nombre de questions. Tout à fait. Ce qui m'a intéressé, ce ne sont pas les attitudes du président pendant le discours. C'est son propos. Un propos qui, pour moi, était dense, même si j'ai relevé malheureusement qu'il y a certaines informations qui lui sont remontées qui ne sont pas vraies. Tout à fait. Lesquelles, par exemple? Au sujet des mototaxis. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit au sujet de ces jeunes gens qui font dans ce métier-là. Parce qu'à chaque fois, il met quand même c'est vrai, sur... c'est vrai qu'il vaut mieux faire un tel métier que d'avoir à aller voler ou bien aller, c'est pas moi, agresser les gens dans les quartiers pour essayer de vivre. Tout à fait. Mais quand j'ai dit cela, je n'oublie pas que c'est un mototaxi qui a donné la mort à mon père. Et mon père n'est pas le seul qui a quitté ce monde à cause de ces mototaximens. Ils sèment la mort partout. Et on ne peut pas dire au chef d'État ou bien l'amener à dire des choses qui ne sont pas vraies, surtout dire qu'il y a eu une concertation avec, c'est pas moi si on peut appeler ça profession, pour un meilleur encadrement. Est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas le chef d'État lui-même qui a rédigé son propre discours? Même s'il rédige son propre discours, je voulais dire que le chef de l'État a des collaborateurs qui lui remontent des informations sur la base desquelles il prend position. Quand l'information qui parvient sous le regard du chef d'État est erronée, la position ne sera pas bonne. Vous comprenez ce que je vais dire là? Tout à fait. Bon, pour le reste, vous avez parlé de M. Sosen Fouda et des autres. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de respect. Envers cet homme politique? Non, non, je ne dirais pas qu'ils sont des hommes politiques. Parce que non, on ne peut pas singer des attitudes parce qu'on dit qu'on fait de la politique. Nous sommes des Bantous. Je suis heureux que, en face de moi, M. Maï l'ait rappelé. Mais je dis aussi que chez les Bantous, il y a des attitudes qui sont proscrites. Je ne peux pas, à l'occasion des obsèques de quelqu'un qui s'en va, aller m'exhiber, dire n'importe quoi. C'est vrai que le Cameroun connaît des difficultés. Nous ne sommes pas le seul pays qui connaisse des difficultés. Donc quand on est si on veut dans un pays démocratique, si on, non, mais là, je dis que les gens peuvent s'exprimer, mais on ne peut pas
se mettre en scène à la moindre occasion parce qu'on prétend être un homme politique. Je peux dire que moi je suis un homme politique. J'ai 4 mandats de conseiller municipal. Tout à fait. Il ne suffit pas de créer son parti politique pour dire qu'on devient un parti politique. Il ne suffit pas de dire qu'on est l'opposition pour être, c'est pas moi, un patriote ou bien un combat de lutte, un camarade de lutte de M. Oumouben, qui a son âme. Ce sont des gens qui sont des modèles. Et quand j'ai bien suivi le discours du chef d'État, il nous appelle à copier ces modèles-là. Ceux-là qui sont morts pour que le Cameroun devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mais ces gens-là qui s'agitent, je dis que ce sont des agitateurs. On ne peut pas, à l'occasion des obsèques de quelqu'un, aller dire n'importe quoi au prétexte que vous êtes de l'opposition. Non, mais quand nous enterrons nos morts, ce n'est pas une affaire de parti politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Si les gens là veulent témoigner, quel que soit été, vis-à-vis de la progéniture de ce monsieur qui est disparu, on sait ce qu'il faut faire. Il a certainement laissé ses enfants qui vont à l'école. Il faut faire en sorte que ces enfants aillent à l'école et bien. Voilà. Peut-être qu'il a laissé veuves ou bien des veuves, c'est pas moi. Elles ont certainement des problèmes pour affronter le quotidien. C'est là où on manifeste sa solidarité. Mais le reste là, je dis que c'est de la... Et c'est même, si moi j'avais été la famille de ces messieurs-là, je les aurais chassés avec beaucoup de brutalité. C'est manquer de respect à celui qui s'en bat. Voilà. C'est manquer de respect à sa famille. Il ne faut pas profiter de ces occasions pour dire qu'on est des hommes politiques. Voilà. Il y a des sujets importants que nous devons aborder pour résoudre, pour redresser ce pays. Ce n'est pas à ces occasions-là, voilà. Malheureusement. Je suis un petit, je suis un boulot de 100 000. Je dis que ce n'est pas normal. Voilà, on vous a parfaitement compris et vous parlez avec fermeté. Et le patriarche corrobore d'ailleurs vos propos, on l'a vu secouer de temps en temps la tête. Alors vous, téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin. Vous pouvez donc appeler, participer à ce débat en composant les numéros de téléphone qui s'affichent présentement à l'écran. Alors Maï, vous avez écouté vos prédécesseurs. Qu'est-ce que vous avez retenu, en quelque sorte, du discours du chef de l'État? C'est que vous les écoutez souvent avec un œil très critique. Je vous avais dit ici une précédente fois que depuis 1982, je prends soin d'écouter presque tous les discours de Pompidou. Tout à fait. Je prends soin de l'écouter avec une oreille critique, parfois une oreille... Bon, une oreille attentive, dans tous les cas. Mais je dis, ces derniers temps, il a changé, et dans le ton, et dans les mots qu'il utilise dans ses discours. Tout à fait. La seule chose que je regrette, c'est que dans les statistiques qu'il nous présente, il ne décline pas la totalité des chiffres. Tout à fait. Parce que lorsqu'il parle des prévisions pour 2014, de 250 000 emplois qui ont été créés en 2013, bon, ça avait été prévu pour 200 000, mais là, ça a donné 225 000. Bon. Il ne dit pas que 225 000 emplois pour le Cameroun, c'est une goutte d'eau. Parce qu'en 2011, les chiffres donnaient 12 millions de personnes en âge de travailler au Cameroun. La force de travail du Cameroun donnait 12 millions de personnes. Sur ces 12 millions de personnes, 9 millions étaient en chômage en 2011. De 2011 à 2013, il y a certainement chaque année 100 000 diplômés de l'enseignement supérieur qui sortent, qui sont jetés dans le marché de l'emploi. Nous ne sommes plus à 9 millions. Nous sommes certainement à 9 millions et demi ou 10 millions aujourd'hui. Maintenant, si nous mettons là-bas, nous laissons là-bas à 9 millions. 225 000 créations d'emplois pour 2013. Pour 2014. 225 000 créations d'emplois pour 2013. Tout à fait. Et les prévisions de 250 000 pour 2014. J'ai dit que pour 2013... Pour lui, il a déclaré que 200 000 emplois promis en 2013, plus de 225 000 ont été créés. Déclaration vraie ou fausse? Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. Ce que je dis, c'est que par rapport au taux de chômage, ce chiffre
ne représente que 2,5% d'absorption du chômage. 2,5%. Tout à fait. Parce que quand on parle de 9 millions, nous n'ajoutons même pas les autres qui s'accumulent tous les ans, qui viennent s'ajouter à ces 9 millions de francs, de ces 2 millions de chômeurs qui étaient en 2011. Mais mettons, laissons la barre à 9 millions en 2011. Tout à fait. 225 000, c'est 2,5% d'absorption du chômage. Ça veut dire que c'est absolument rien du tout. En réalité, ce chiffre ne mérite même pas d'être communiqué dans un discours. Parce que ça montre une fois de plus qu'il n'y a pas encore une politique efficace d'absorption du chômage au Cameroun. Moi, je pense que, moi, j'aurais voulu que le chef de l'État nous dise que nous avons, dans le secteur du travail, de l'emploi... Et là, vous revoyez un peu le messager qui a écrit, il a dit le discours que le chef de l'État ne va pas prononcer. Je n'ai pas lu le messager. Je n'ai pas lu le messager. J'ai dit ce que je pense, ce que moi je crois. Comme un bon observateur de la scène politique, moi je pense que le chef de l'État devrait plutôt nous dire qu'il y a tel programme qui est un programme incubateur, n'est-ce pas, d'emploi qui va certainement absorber 1 million de chômeurs, un autre programme qui va certainement absorber 500 000 chômeurs, et que à l'horizon décembre 2014, nous aurons absorbé au moins, n'est-ce pas, au moins 10% du taux des chômeurs qui sont au Cameroun. Voilà. Parce que quand on nous dit 250 000, les gens pensent que c'est beaucoup, mais c'est absolument rien du tout. C'est absolument rien par rapport à tout ce qu'il y a. Et par rapport aux mototaxis. On y reviendra sur les mototaxis tout à l'heure. Je voulais chuter en disant que, parce que le parti disait tout à l'heure que par rapport à Timevona et le conseil municipal ont dit que... par rapport à la réaction de Timevona. Moi j'ai dit une chose, c'est que chez les Bantous, n'est-ce pas? Pourquoi vous revenez? Moi j'ai vu, parce que je suis un Bantou. Sur ce point. Parce que je suis un Bantou. Vous savez, dans certaines tribus, on attend le jour des obsèques pour caresser le mort. Il était idéal, des éloges, il était le bon, il était le meilleur, il était le tout. Mais je vais vous dire une chose. Chez les petits, très souvent, plusieurs obsèques où j'ai assisté, vous êtes couché là sur votre lit de mort, mais on vous dit vos cartes de vérité. On ne peut pas vous caresser parce que vous êtes là et que vous êtes en train de passer dans l'au-delà. On vous dit, bon, vous avez ça se passe chez les bêtis. Chez les bêtis, ça se passe. J'ai déjà vu ça de mes yeux. Chez les bassins, encore plus. Donc, c'est un problème chez les Bantous. Donc, je dis une chose, c'est que quand on parle à un mort, quand on parle, on prend le discours, on fait un témoignage par rapport aux obsèques de quelqu'un. On connaît le cheminement qu'il a apporté dans sa vie. On connaît les combats qu'il a menés. On connaît les luttes qu'il a livrées, n'est-ce pas? On fait un discours en fonction de ces luttes-là. On ne peut pas dire que Abba Nampama était un grand militant de RDPC, il était celui-là qui a fait les motions de soutien à Edjo quand il a condamné Wandji à mort. On ne peut pas dire que Abba Nampama, c'est l'homme qui a envoyé les motions de soutien à Edjo lorsqu'on lui a amené la tête de l'autre petit qu'on appelait au Sénat sur le plateau, en plein conseil des ministres. Mais on dit ce que Abba Nampama a fait, et on lui dit, là-bas, dans l'au-delà, il y a des camarades qui sont là-bas. Je suis certain que comme tu vas là maintenant, tu vas les rencontrer. Dis-leur que nous avons fait. Dis-leur que les mototaxis n'ont pas d'assurance. Dis-leur que quand un mototaximan fait l'accident, il ne peut même pas profiter, de la couverture de l'assurance. Quand on parle de ces corps de métier, il y a certaines choses qu'il ne faut même pas dire. Voilà. Donc je dis que si le maire de la capitale était le super maire, s'il était aux obsèques, le délégué du gouvernement était aux obsèques d'Abba Nampama comme un Béti, n'est-ce pas? Il devait laisser la tradition Béti faire son cours. S'il était là en tant que membre du Conseil national de la communication, en ce moment-là, il était dans sa posture. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que il avait le droit, s'il était dans la Conseil national de la communication, ils sont des agitateurs. Il était de son droit de censurer, n'est-ce pas? Mais s'il était là seulement en tant que notable, je ne parle pas de parti, je dis notable Béti, notable Ewondo, il devait se retenir de se livrer en spectacle. Voilà, merci Maïmaï, on vous a parfaitement compris. Alors, Laurent Ateba Yene, Maïmaï relève qu'il y a
problème au niveau des chiffres annoncés par le président de la République, ou alors les chiffres déclarés par le président de la République qui ne collent pas avec la réalité. Il a annoncé pour 2014 la création de 250 000 nouveaux emplois. Êtes-vous convaincu, Ateba Inelwa? Écoutez, je vous demanderai si c'est possible, avant d'arriver à la question que vous posez. Tout à l'heure, vous avez dit, je n'ai pas lu le Messager, mais le Messager vous avez souligné le discours, les non-dits, et autant pour moi, n'a pas prononcé. Mais juste un mot sur ce qui s'est passé par rapport à ce que j'entends ici sur le plateau, parce que je n'y étais pas. Aux obsèques d'Abanda Pama. Oui, je n'y étais pas, parce que dans ma famille, j'avais aussi des obsèques auxquelles je devais assister. Tout à fait. Je crois que il y a monsieur Alendo qui a dit tout à l'heure par rapport au respect qu'on devait à la famille. Et je crois qu'il y a un temps pour tout et chaque chose pour chaque entreprise. On ne peut pas comme ça tout mélanger, se lever à faire quelque chose. Tout à fait. Personnellement, je crois qu'il faut donner beaucoup de respect à la famille et essayer de ne pas venir. C'est un peu pour moi un blasphème outre-tombe. Et surtout que même dans nos traditions, sur ces traditions, quand vous remarquez, vous voyez bien certaines choses, la Bible nous dit que les morts ne peuvent pas intervenir en faveur des vivants. Quand il faut enterrer un mort, il faut l'enterrer avec respect, mais attendre d'aller au Palais des Grâces là-bas à Congo-Ekele ou sur une chaîne de télévision ou dans des congrès pour faire ce genre de choses. Mais aussi par souci de démocratie, moi je n'aurais pas interdit à qui que ce soit de parler parce que je crois que nous disons bravo là-dessus à M. Paul Biya et ce n'est pas le frère, le compatriote Maï de l'UPC qui va me contrarier. Maintenant par rapport à la question posée... Les chiffres qui ne collent pas avec la réalité. Attendez, c'est M. Maï, je ne sais pas s'il a les statistiques réelles, mais moi je veux m'appuyer sur ce que le Messager n'a pas dit. C'est-à-dire ce que Paul Biya n'a pas dit, et tout en le disant dans son discours. Le président Paul Biya j'ai dit tout à l'heure qu'il a fait un cours d'économie. Le président Paul Biya parlait d'industrialisation, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de la création d'emplois, il a parlé de la formation, et tout ce qu'il a pu développer dans son discours, ce sont des ingrédients qui peuvent nous faire aujourd'hui. Je sais que notre meilleur taux de croissance était en 2003 où on faisait les 5%. Depuis lors, l'économie, la récession mondiale a fait que nous vaguons entre 2,8 et 3. Et aujourd'hui, tout ce que le président Paul Biya et son gouvernement et le peuple camerounais sont en train de faire. Par rapport, je voudrais, puisque ça me vient à l'esprit, par rapport à la création de l'emploi, je crois qu'il y a le secteur informel qu'il ne faut pas négliger. Parce que très souvent, dans le secteur informel, nous n'avons pas des chiffres exacts. Comment est-ce qu'un secteur informel, une économie parallèle, pardonnez-moi de cette expression, si je peux l'utiliser, c'est parce qu'il y a la vision d'un gouvernement qui joue son rôle de facilitateur pour que nous ayons ces jeunes Camerounais qui, aujourd'hui, créent de l'emploi. Maintenant, quant à la normalisation des choses pour qu'ils soient, il y en a déjà beaucoup qui payent l'impôt libératoire, les choses sont en train de se faire. On n'a pas construit le mur de Berlin en un seul jour. Donc je demande à mes camarades mes collègues, mes camarades, mes compatriotes, je veux dire, qu'il ne faut pas peindre, qu'il ne faut pas, oui, absolument. Voilà. Il ne faut pas croire que les efforts qui sont faits sont des choses qui sont faites en vain. Je suis tout à fait sûr qu'avec tous les ingrédients, je ne suis pas là, je crois qu'il faudra peut-être nous inviter à une autre émission. Je pense qu'à l'horizon 2037, et on a 20 ans, c'est possible, je crois que c'est possible en
industrialisant notre secteur, plusieurs secteurs d'activité dans le Cameroun, en exportant moins, en important plus, nous pouvons atteindre les taux de 6 à 5, 7% à l'horizon 2037. Et ce n'est pas juste une nébuleuse. Voilà. Alain de Maurice Kamto, dans son discours, parce que lui aussi, le président du MRC, tout comme Sostène Fouda, ont également prononcé leur discours. Maurice Kamto, dans son discours, donc, n'est pas convaincu. Selon lui, les 200 000 emplois donc annoncés par Paul Biya pour l'année 2013 restent encore attendus. Rien n'a été tenu, donc les promesses n'ont pas été tenues. Si M. Maurice Kamto avait dit le contraire, j'aurais été surpris. J'ai dit que c'est une posture. Au Cameroun, les gens pensent que quand on dit qu'on est de l'opposition, il faut faire dans la contradiction. Bon, maintenant, je dois également dire, après avoir réagi de la sorte, je dois dire que nous sommes dans un pays où je ne pense pas qu'on tienne véritablement les statistiques. Parce que quand M. Maï nous parle de 9 millions de chômeurs au Cameroun, il est même d'abord question de se poser la question de savoir qui est chômeur. Quand est-ce qu'on est chômeur? Voilà, tout à fait. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir arrêté d'aller à l'école sans chercher un emploi pour dire qu'on est chômeur. C'est-à-dire qu'on a choisi de rester à la maison parce qu'on se contente de vivre de ce que vos parents vous apportent encore, ou bien le cousin, bien c'est pas moi. Le chômeur est celui-là qui cherche un emploi. Et comme au Cameroun, nous n'avons pas une agence qui recense les demandeurs d'emploi, moi, je ne veux pas m'aventurer dans des statistiques qui ne reposent sur rien, de probant. Parce que moi-même, j'ai besoin d'aller vérifier qu'effectivement, il y avait 9 millions de Camerounais qui étaient à la recherche d'un emploi. Je sais qu'il y a un débat, il y a des débats que nous devons mener. Est-ce que l'école au Cameroun forme des gens prêts à l'emploi? À l'emploi, tout à fait. Bon, est-ce que le système éducatif est encore très fiable au Cameroun? Ce n'est pas une affaire de système éducatif. C'est peut-être une question, bien évidemment, ça rejoint cela quelque part, mais c'est beaucoup plus une question de l'inadéquation entre les formations qui sont généralement dispensées au Cameroun et les demandes en ressources humaines qui sont exprimées par les uns et les autres. Si on revient sur l'affaire du pipeline, on a dû faire j'ai souvent dit, et parfois les gens ont pensé que vous êtes très dur. Non, je ne suis pas dur. Vis-à-vis de nos gouvernants. Je ne suis pas dur. Je suis un militant du RDPC. Je suis également chrétien. C'est-à-dire que je dois avoir à mes reins pour ceinture la vérité. Même quand elle peut me déranger moi-même. J'ai dit que il y a que dans ce pays, on ne fait pas dans la prospective. Ça s'est passé pour le pipeline comme si on avait été surpris. Ça se passe également avec les barrages comme si nous avons été surpris. Il y a longtemps qu'on aurait dû organiser des formations pour ces gens-là. Bon, maintenant que le chef de l'État en parle, il dit qu'il faut que les gens se forment. Pour qu'on n'ait pas toujours à importer la main d'œuvre. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, maintenant, le discours de M. Kamto. Maurice Kamto. Oui, c'est tout à fait normal. Tu es d'accord avec le président Paul Biya? Oui, il est dans son rôle. Il est dans son rôle et les gens doivent le comprendre. Et comme de nombreuses personnes le comprennent, ça fait que très peu de gens considèrent que du bon peut venir de l'opposition, malheureusement. Parce que j'ai dit à quelqu'un hier, quelque part, que la société civile est à l'image de la société politique où on donne l'impression de ne pas être du tout sérieux. Voilà. Merci Alain Do. Maï, dans un rapport de l'Institut national de la statistique, souligne effectivement Maurice Kamto, au Cameroun, environ 28% des enfants camerounais, soit 1,6 million de moins de 5 à 17 ans, sont soumis au travail interdit. Un commentaire. Je ne suis pas militant du MRC. Ces déclarations vont en contradiction avec ce que le président de la République a révélé dans son discours. Je ne suis pas militant du MRC. Et il me souvient que mais c'est un parti d'opposition. Maurice Kamto n'est pas encore chef de l'État pour que j'attache du prix
à tout ce qu'il peut dire. Cependant, je ne peux pas manquer du respect à ses propos, n'est-ce pas? S'il donne des chiffres, c'est quelqu'un qui est passé par le gouvernement, il a des entrées, il sait par où il peut les prendre, il peut avoir des chiffres. Je ne peux pas les botter en touche. Ce dont je suis sûr, c'est qu'au Cameroun, le travail des enfants est bel et bien réel. Et le travail des enfants est bel et bien réel pour quelle cause? Parce que l'excès de chômage des parents. Vous avez des familles où le monsieur a arrêté de donner la génération à son épouse il y a longtemps. Les femmes sont debout à 3 h du matin, à 2 h du matin, pour courir en bombi. Derrière les femmes qui viennent de la brousse, vous voulez pas discuter, je ne vais pas les appeler Bayam Salam. Je dis que c'est des mères de famille qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leur mari dans le lit, qui ont abandonné leurs enfants, qui ne vont pas s'occuper de leur départ à l'école et tout, mais qui sont dehors à 2 h du matin. N'est-ce pas? Parfois, elles ne vont pas seules. Parfois, elles s'en vont avec leur fillette de 8 ans. Parce que lorsqu'elle va arracher un régime de plantain derrière la malle arrière d'une voiture, il faudrait bien que quand elle dépose ça quelque part, qu'il y ait quelqu'un qui suive. C'est quelqu'un qui suit là. Très souvent, c'est un enfant de 8 ans. C'est une fillette. Donc, cet enfant-là, est-ce qu'il mérite d'être là à 3 h du matin? Non, il doit aller à l'école le matin. Mais peut-être parce qu'il est de midi, comme on dit souvent au quartier, il est de midi. Sa mère est obligée de sortir avec elle à 3 h du matin pour qu'elle l'aide à veiller sur la marchandise qu'elle aura. Le travail des enfants est réel au Cameroun. Et ça ne doit pas continuer. Il faut que des véritables politiques d'absorption du chômage soient mises en place. Le Cameroun a le moyen de se procurer ça. Nous avons de la terre, n'est-ce pas? Nous avons des cerveaux, nous avons les moyens. Tous ces milliards qui sont détournés tous les jours dans les fautes de gestion de tous ces hommes qui sont nommés dans les fonctions de gestion de la fortune publique, tous ces milliards, imaginez seulement un seul instant qui sont investis dans la terre, dans le travail de la terre. Et imaginez seulement un instant que ces milliards sont investis dans la formation des Camerounais. Les gens ne vont pas nous détourner, continuer à nous détourner notre pétrole. Si on se jette... Nous restons bien dans le discours du chef de l'État. Bien sûr. C'est ce que je dis. Je dis que le chef de l'État sait très bien que le Cameroun a un taux de chômage qui... Et il faut peut-être cerner, Alain doit établir une différence entre un chômeur et un non-chômeur. Qui est chômeur, qui ne l'est pas? Moi, je parle de la force de travail. Chômeur ou pas chômeur, parce que certaines personnes vont vous dire, vous ne pouvez pas être chômeur si vous n'avez jamais eu d'emploi. Bon, maintenant, si vous êtes entre chômeur et chercheur d'emploi, les gens veulent... Moi, je mets tout le monde dans le même sac. N'est-ce pas? Le garçon qui a pas réussi à obtenir son bac, et qui, parce que son père ne peut plus payer 100 000 francs pour qu'il soit recruté au lycée, n'est-ce pas? Qui se retrouve à la maison, et qui... est obligé de demander au voisin d'à côté de lui laisser sa moto parce qu'il va... En réalité, ce n'est pas parce qu'il conduit la moto là pour essayer de survivre que c'est un employé. Non, c'est un chômeur. Voilà. Ces gars, c'est des chômeurs. Et j'ai dit, au Cameroun, il n'y a pas moins de 9 millions qui sont dans cette situation. Vous persistez, vous insistez. Je dis que sur ces chiffres de 9 millions. Oui, et moi je dis une chose. Si ces 9 millions sont canalisés, n'est-ce pas, de manière positive, ça va, on n'aura pas à attendre 2035 pour être émergent. J'ai dit, le Cameroun a la force de travail. Le Cameroun a suffisamment d'énergie pour pouvoir booster notre émergence et arriver à une croissance à 2 chiffres. Si nous arrivons, nous naviguons entre 4 et 5% de tous les ans. On ne peut pas. Il faut que nous arrivions à un taux de croissance de 2 chiffres pour pouvoir espérer être émergent en 2030. L'État lui-même l'a dit le 31 décembre. Dans son discours du 31 décembre. Au rythme où nous allons, ce ne sera pas possible qu'on soit émergent en 2035. Donc, il faut que, c'est bien, 250 000 emplois proposés prévus pour 2014, c'est bien, mais on peut faire mieux. On peut faire 1 million, oui. Voilà. Atiba Aile Laurent, le président de la République, a demandé l'implication des jeunes au projet structurant. Est-ce que c'est facile pour qu'un jeune soit intégré dans ces projets-là? On parle du port en eau profonde de Kribi, on parle du barrage de Membélé.
Ben, écoutez, c'est très facile de poser des questions comme ça après que M. Maï ait fait un procès du RDPC en parlant de détournement et autres. Je tiens quand même à dire à M. Maï que les fonctionnaires et même les membres du gouvernement ne sont pas tous du RDPC. Nous sommes venus ici pour commenter le discours du chef de l'État. Maintenant, par rapport aux chiffres et à la création de l'emploi, vous avez 6 000 volontaires qui ont été, le chef d'État l'a dit dans son discours, qui ont été formés dans le cadre de l'agence du service national de participation au développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une politique réelle qui est en train d'être mise sur pied. Maintenant, vous parlez parce que c'est... des projets structurants. Je vais y arriver. Vous savez, on parle beaucoup de détournement. Le RDPC a détourné. Vous savez, monsieur Maï, que je vous respecte beaucoup. Nous connaissons... Je n'ai pas prononcé le RDPC dans mon propos. Laissons que Laurent Atebaïene... Vous allez recadrer peut-être vos propos. Je n'ai pas dit que le RDPC a détourné. J'ai dit... les gouvernants. J'ai dit les gestionnaires de la fortune publique qui détournent des milliards. Le chef de l'État sait très bien que ces milliards peuvent être investis dans la création des emplois, dans la formation, dans la force du travail, dans l'absorption du taux de chômage, n'est-ce pas? Et je n'ai pas parlé de RDPC. Dans tous les cas, il a reprécisé. Maintenant, c'est le patriarche. Parce que c'était un patriarche. On est patriarche de père en fils. Si le patriarche, parce que son père c'était mon camarade du parti. Tout à fait. Ah bon? Ah oui, si. Il était de l'Union des populations du Cameroun. Oui, Théodore Atebaïene, il ne va pas le nier. C'était un militant. Ça, c'est pour nous les militants. Ça, c'est une révélation. À l'UPC, les militants ne meurent pas. Le camarade Théodore Atebaïene, c'était un militant de l'UPC, même dans l'au-delà. Voilà. Je vous invite à vous montrer sa tombe tout à l'heure. Il est bel et bien mort. Bon, mais je voudrais dire à mon compatriote Maï, que je respecte d'ailleurs beaucoup, que nous connaissons les messages subliminaux de l'opposition. Nous avons l'habitude. Quand vous dites ce que vous dites par rapport au détournement, l'homme du quartier entend. Quand vous dites que les fonds publics, qui est en charge des fonds publics, c'est M. Paul Biya. Qui est en charge de la gestion des fonds publics, c'est le ministère des Finances, c'est les para-administratifs qui gèrent. Et tout ça, comme très souvent, vos camarades, vos collègues, vous dites que ce ne sont que les gens du RDPC qui gèrent. C'est faux. L'homme du quartier, lui, comprend les choses telles quelles. Maintenant, je vais vous dire une chose qui ne va pas plaire à beaucoup. Peut-être pas plaire à vous savez, si on faisait un petit redressement fiscal, worldwide, dans tout le Cameroun, même 10 par région, si on faisait une évasion fiscale, que l'on nous dise, au lieu d'investir dans le pays, ceux qui frauduleusement passent avec l'argent à l'extérieur, je ne crois pas que les membres du RDPC, beaucoup ne sont pas là, ils ne sont pas des commerçants, ils travaillent dans le gouvernement. Alors, vraiment, moi je pense que quand il y a une question, une proposition intelligente, je ne dis pas que ce que M. Maï dit est inintelligent, parce que ça a déjà été calculé, c'est une rhétorique qu'on leur apprend comme ça là-bas, comme un alexandrin 12 pieds, qu'il faut venir réciter dans les différents partis de M. Kamto et autres, pour venir abreuver les Camerounais de menterie. Alors, moi je dis, restons sérieux et restons calmes. Ce pays est gouverné, il est dirigé. Peut-être pas comme on le souhaite tous, parce qu'il faut dire la vérité. Paul Biya ne peut pas être partout en même temps. Nous parlions par exemple de l'incivisme. Est-ce que c'est M. Biya qui demande aux Camerounais d'ailleurs, je veux dire quelque chose qui va vous faire plaisir.
M. Maï. Qui m'a fait plaisir. À monsieur Maï. Il vous écoute attentivement. Oui. Vous savez, récemment, on a commencé à arrêter les jeunes filles pour attentat à la pudeur, mais on n'arrête pas les hommes. Et je crois que quand on parle d'attentat à la pudeur, il n'y a pas deux poids, deux mesures, parce que je finis là, parce que... téléspectateurs qui cherchent... Oui, mais parce que... Vous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche, allez-y. Oui, parce que la CRTV, on doit commencer par là, la CRTV, toutes ces simulations sexuelles, Canal 2, Une minute, on va RTA et autres. Allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute parfaitement. Allô? Allô? Oui, oui. Ah, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Guémati. Comment vous appelez? Ah, je crois que il y a un problème de connexion avec cet spectateur qui nous regarde. Alors, chutez donc, Tebayene Laurent. Non, je voulais dire tout simplement par là que toutes ces simulations sexuelles qu'on voit dans la CRTV, Canal Plus et autres, moi je voyais après que l'on ait présenté les informations par rapport à cette loi où les filles devaient s'habiller d'une façon décente. On a oublié tous les hommes qui prennent leurs aisances publiquement et on nous mettait derrière ça un clip. Je crois que cette fois-ci, on ne vous perturbe pas, le téléspectateur insiste. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez participer au débat, allez-y. Oui, bon, je veux juste dire que celui qui est en train de parler là, oui? Je ne sais pas comment il s'appelle là. Bon, ils sont trois. Il n'a rien à dire, il ne dit pas des histoires, parce que même quand on fait une analyse objective, on n'a pas parlé du RDPC. Je ne sais pas pourquoi il se sent particulièrement concerné par le propos de celui qui a parlé tout à l'heure. On n'a pas parlé du RDPC, c'est les gestionnaires de fonds publics qui détournent de l'argent. Donc il avait des histoires, ce qu'il avait à dire. Voilà, merci, mais soyez courtois quand vous nous appelez, quand vous prenez la parole. Je tiens à répondre, je tiens à dire à ce compatriote que quand je parle de fraude fiscale, d'évasion fiscale, entre celui qui a pris le milliard, que je ne cautionne pas, et celui qui a fait la fraude fiscale pendant près de 20 ans, ça se chiffre en milliards. Donc, je crois qu'il faut regarder la chose des deux côtés. Et quand vous regardez bien, je crois que ceux qui font l'évasion fiscale font que le détourneur du RDPC, moi je le dis, puisque c'est ça qu'il pense, le détourneur du RDPC ressemble à une caisse de sécurité sociale française. Voilà, merci pour cette précision. Laurent Tebayene, je précise que vous êtes bel et bien patriarche et... Les téléspectateurs qui nous regardent, ils sont très nombreux. Vous pouvez participer avec nous en composant les numéros de téléphone qui s'affichent donc à l'écran. Le débat est très houleux, on comprend très bien. Voilà, il y a un message qui est arrivé entre-temps. Dit à Laurent qu'il parle aux auditeurs et non à Maï. Bon, en tout cas, c'est un message. Dit à Laurent qu'il parle aux téléspectateurs. C'est noté. Et donc, à Maï. C'est Dominique Takougan. C'est noté. Dominique Takougan, Thierry, qui nous envoie ce message du côté de Ndongo. C'est noté. Ok, c'est bel et bien noté. Ils sont nombreux, les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors, Alendo, le président de la République, j'ai posé la même question tout à l'heure à Laurent Tebayene, demande l'implication des jeunes au projet structurant. Dans son discours, il a relevé, est-ce que c'est facile que les jeunes intègrent ces projets structurants? Je dois dire que ce message doit être interprété autrement. Parce qu'on ne peut pas se lever, c'est-à-dire partir de chez soi pour aller dire que bon, je suis venu m'intégrer, alors je suis venu travailler à Menvelo ou bien à Mekinou, je ne sais où. Il faut, les gens qui sont là pour mettre en œuvre les orientations qui sont définies par le chef de l'État devraient comprendre que le chef de l'État souhaite qu'on organise l'implication des jeunes, n'est-ce pas, dans ces projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai parlé de formation. Nous faisons aujourd'hui comme si nous sommes surpris. Je crois que c'est quand M. Joseph Oona est secrétaire général de la présidence de la République que pour la première fois j'ai entendu parler du port en eau profonde de Kribi.
Tout à fait. Depuis le temps, là, on aurait dû mettre les gens en formation. Je crois que l'appellation a même changé, complexe industriel portuaire de crédit. Peu importe le nom qu'on utilise maintenant, je vais dire que il y a cela au moins 10 ans, au moins 15 ans, qu'on aurait dû mettre les gens en formation en prévision de ce que, quand la situation économique serait bonne, n'est-ce pas, on allait construire ce port. Tout à fait. Je voudrais revenir sur quelque chose, c'est une anecdote, elle est personnelle. En 1978, je parle de l'université de Yaoundé pour une centre de formation internationale. En 1978, on formait les cadres de banque. Et au Cameroun, on envisageait de créer une bourse. Nous avons été, mes collègues et moi de l'époque, mes camarades, nous avons été formés pour travailler dans les bourses. Vous comprenez? Et ça veut dire que à ce moment-là, il y avait ce que moi j'entends par la prospective. Nous disons que dans 5 ans, nous allons faire ceci. Il nous faut des ressources humaines, n'est-ce pas, présentant telles compétences. Alors, on s'organise. Donc, le chef d'État a dit, d'autres projets vont être mis en œuvre. C'est maintenant donc que les autres, on doit passer à la formation, formation des jeunes. C'est pour ça que j'ai toujours déploré le fait qu'au Cameroun, on ait un ministère de l'enseignement de base, un ministère de l'enseignement secondaire, un ministère de l'enseignement supérieur, et que ces gens-là ne travaillent pas en synergie. Chaque ministère fait sa réforme, parce que ça donne également de l'argent à celui qui organise la réforme. On s'en fout de savoir si les autres sont concernés par ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous m'avez parlé de notre système éducatif, qui est, c'est pas moi, qui se détériore, ce système éducatif. C'est justement depuis le temps qu'on a segmenté l'éducation nationale qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'incohérences, que moi j'appelle même parfois d'incohésion dans ces choses-là. Donc le chef d'État a dit que les jeunes soient impliqués. Il faudrait donc que ceux qui sont là pour mettre en œuvre ces orientations comprennent qu'on leur a demandé d'organiser l'implication de nos enfants dans ces projets structurants. C'est comme ça que moi j'interprète la chose là. Bon, il faut la collaboration de tous ceux qui sont concernés dans le gouvernement. Les projets structurants, c'est quoi? On aura besoin d'ingénieurs pour telle ou telle chose. On aura besoin de ceci. Si au Cameroun, notre système éducatif n'offre pas ces formations, qu'on donne des bourses à nos enfants, comme autrefois, qu'ils aillent se former et qu'ils viennent travailler. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Bon, si maintenant ces formations sont dispensées au Cameroun, eh bien, qu'on dise aux enfants, à partir même de la classe de seconde, orientez-vous plutôt à telle ou telle chose plutôt qu'à telle autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui devrait amener des gens à s'asseoir pour organiser ces choses-là. Parce que le chef d'État ne peut pas, quand il dit ça, si je me lève, si mon enfant se lève de la maison pour dire qu'on nous a demandé de nous impliquer, et qu'il se présente demain au port de Kribi, mais il pourrait se retrouver dans une cellule pour trouver je ne sais pas moi de quoi. C'est des choses qu'on doit organiser. On a un chef de gouvernement, il me semble que c'est son travail. On leur demande donc d'organiser l'implication de nos enfants dans ces projets structurants. C'est comme ça que moi j'interprète ça. Avant peut-être Maï, il y a Laurent Atebayene qui n'est peut-être pas d'accord de ce cas-là. Non, je n'ai pas dit que je ne suis peut-être pas d'accord. Je veux tout simplement dire que monsieur le conseiller parle d'organisation. Quand nous lisons le discours du chef de l'État, il y a l'organisation dans ce que monsieur, de la part du gouvernement, du chef de l'État et du gouvernement. Le chef de l'État parle du primaire à l'université, il parle du bon ouvrier à l'excellence des ingénieurs. Et je crois que s'il le dit, c'est parce que il a été prévu en amont de former, d'éduquer une jeunesse camerounaise pour qu'elle arrive justement à prendre demain le Cameroun en main, non pas de façon hasardeuse, mais par des gens qui seront solidement formés. Voilà. Merci pour cette autre précision apportée par Laurent Atebayene. Alors Maï, le chef de l'État, lors de son discours du 31 décembre, ou alors lors du discours récent, le 10 février dernier, il a encore parlé des mototaximens.
pourquoi il accorde trop de crédit à ce secteur? Est-ce une façon de vouloir valoriser ce secteur d'activité? Non, ce n'est pas un secteur d'activité. C'est un secteur de débrouillard. C'est un job pour les gens qui n'ont rien à faire. On peut pas parler de mototaximène comme étant un secteur d'activité. C'est les gars qui n'ont pas, il n'y a pas une convention collective de mototaxi, il n'y a pas, il n'y a aucune règle qui définit leur corps de métier. D'ailleurs, essayez de faire le tour auprès des assureurs, vous verrez que les assureurs n'acceptent même pas de donner un certificat d'assurance à ces mototaximènes. Donc c'est des gars qui sont exposés à la mort à tout moment. Quand un mototaximène meurt, c'est fini, il est mort comme un poulet. Donc, mais étant à vouloir réformer quand même ces secteurs. Non, on peut faire mieux. Ou à vouloir officialiser on peut faire mieux. Quand un ingénieur meurt au volant d'une moto-taxi, vous pensez que c'est là qu'il devait mourir? Non. Quand un capiste meurt au volant d'une moto, il est capiste électricien, il meurt au volant d'une moto, ce n'est pas là qu'il devait mourir. Il aurait pu mourir ailleurs. Maïs, là, vous allez reprendre la parole. Un téléspectateur, allô? Allô? Oui, vous nous appelez de quel quartier? Voilà, TKC, comment on vous appelle? Voilà, allez-y, vous voulez participer à ces débats. Monsieur, en fait, je voudrais intervenir sur le niveau du discours. Oui. Bon, en fait, pour moi, l'éducation est quand même une chose. Oui, allez-y. Je dis ceci. Oui, allez-y. L'éducation est quand même n'est pas approfondie au niveau de la formation, comme le monsieur le disait tout à l'heure. Parce que là, on se base sur le fait qu'on a des diplômes, on a la première formée au Cameroun. On fait les gens formés. On se faisait par rapport à ce que je me suis dit tout à l'heure. Alors, avec ce fait formé hors du pays, voilà, quelques problèmes de liaison avec ces téléspectateurs, mais je crois que vous l'avez quand même compris. Je disais que le problème du chômage au Cameroun est réel. Ne voyez pas ces gars au volant de ces motos, vous croyez que c'est n'importe qui? Non, ce n'est pas des fouteurs de rien. Ce sont des chômeurs. C'est des chômeurs, c'est des gars qui... Je connais un AEDA, pour être précis, je prends un cas précis. Je connais un AEDA qui, avec un baccalauréat d'électricité, a couru après un emploi pendant 5-6 ans. Il n'a pas réussi. Il est chez sa maman. Il a dit, comme il est déjà un adulte, il est en train de faire des bébés avec une fille. C'est sa mère qui vend les bébés, qui doit... Alors il est obligé de faire la moto pour essayer de nourrir sa petite famille. Et qui s'en va tomber se retrouver sous un bus de garantie, n'est-ce pas? Bon, il se retrouve sous un bus de garantie et il se retrouve amputé des 2 pieds. Dites-moi, est-ce que c'est là, sur la moto que ce garçon, bachelier, avec un bac d'électricité, c'est là qu'il devait mourir, c'est là qu'il devait se retrouver? Non. En réalité, ce métier, qui pour moi c'est un métier de la honte, c'est un métier de la honte. Pour Maï, c'est un métier de la honte. Oui, c'est un métier de la honte, c'est un métier, on le fait parce qu'on va faire comment? Ces gars-là sortent des universités. Laurent, tu vas une qui veut réagir. Je vous dis que ces gars-là sortent des universités. Essayez de faire une enquête de journalistes. Ces gars qui sont sur ces motos, ils sortent des universités, ils sortent des grandes écoles. Il y a aussi les fonctionnaires qui exercent cette activité. Il y a même des fonctionnaires. Après le travail. Il y a même des fonctionnaires qui n'ont pas réussi à joindre les 2 bouts, à qui on a amputé leur salaire depuis 1994 et qu'on ne leur a jamais rendu leur salaire, n'est-ce pas? Qui, pour essayer de joindre les 2 bouts, se retrouvent dedans. Imaginez un fonctionnaire de A2 qui se retrouve au volant d'une moto entre Kansi-Mendon et un peu en bas là-bas vers du côté de Pôle machin là, n'est-ce pas? Et qui, en descendant la colline, se retrouve avec son cou cassé. C'est fini. Il a été formé à l'ENA. Mais la moto permet quand même aux citoyens d'aller plus vite. Un peu plus vite, même quand il y a des embouteillages. La moto permet aux citoyens d'aller plus vite parce qu'il n'y a pas une politique de transport. Parce qu'il y a un échec dans la politique de mise en place de politique de transport au Cameroun. L'État a démissionné de son rôle, n'est-ce pas? Maintenant, il faut bien que ce rôle-là soit joué par d'autres personnes. Maintenant, il n'y a plus de société de bus, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas le métro de Yaoundé, il n'y a rien.
n'est-ce pas? Les Camerounais ont envie de se déplacer. La seule occasion pour eux de se déplacer, c'est de prendre une moto. Tu as des téléspectateurs ce matin. Allô? On ne peut pas parler de ça comme un métier. Allô, oui? Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de quel quartier? Ah, on est très regardé du côté de Bémassi. En fait, j'appelle juste pour dire que, en ce qui concerne les mototaximens au Cameroun, oui. Même un enfant ne fait pas de la style. Il fait une petite analyse, il se rend compte que les motos au Cameroun ont plus d'inconvénients que d'avantages. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de personnes meurent seulement dans la ville de Douala par jour sur les motos? Vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous connaissez les braquages qui se produisent dehors avec les motos? Je vous assure, les motos sont tant d'inconvénients, sans oublier qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus apprendre des métiers tels la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique, parce qu'ils veulent l'argent facile avec les 100 la immédiate. Est-ce qu'on peut construire au Cameroun avec les motos? Honnêtement, pour faire qu'on apporte des solutions politiques à une situation de fond, il faut résoudre ce problème au Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin de motos. On va dire que ce n'est pas ceux qui font la moto. Oui, avant qu'un enfant avec son seul peut aller apprendre la mécanique, aujourd'hui ne le font plus. Parce qu'ils veulent les 100 francs à dessous. C'est pas normal. Voilà. Le chef de l'État lui-même fait. Il fait juste parce qu'il veut, je ne sais pas quoi. Il faut dire la vérité au Cameroun. Mais il ne faut pas toujours politiser de ce qu'il ne peut pas dire. On vous a parfaitement compris. Merci pour cette contribution. Dans tous les cas, cet spectateur rejoint Maï Maï, qui avait chuté avant de donner la parole. Je disais pour chuter que si moi j'avais accès au conseil du chef de l'État, je ne leur dirais pas de dire au patron de parler de ce secteur-là tant qu'on n'a pas encore une convention collective qui encadre ce secteur, un secteur pareil. Et j'ai dit une chose, il est urgent que les politiques de transport soient mises en place au Cameroun. Il ne faut pas qu'on continue comme ça, où les Camerounais doivent se débrouiller. Donc on doit bannir l'activité de... Si l'État met en place une politique de transport, les mototaxis vont disparaître toutes seules. Et les gars qui sont dans les mototaxis vont être embauchés dans les sociétés de transport. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Avant Alendo, Laurent Atebayene, une contradiction par rapport à... Écoutez, je constate tout simplement que en temps de parole, M. Maï Maï est clairement favorisé par cette émission. Disons que je voudrais c'est un sujet extrêmement sérieux. Je regrette, et même le compatriote qui essayait de qualifier le métier de mototaxi un peu peut-être la vermine, plus bas que terre. Parce que M. Maï Maï a dit que c'était un métier de la honte. Je crois que M. Maï Maï a peut-être de quoi nourrir sa famille aisément, ou bien il fait dans ce qu'il a appris à l'école. Mais je veux dire à M. Maï qu'il ne connaît peut-être pas l'histoire du plombier de New York. Le plombier de New York, un avocat qui se rend, excusez-moi, je ne suis pas là pour vendre l'illusion. Nous, permettez-moi, monsieur Atabana, permettez-moi, les téléspectateurs, c'est très sérieux, cette histoire de mototaxi qu'on évoque, qui n'est pas seulement un mototaxi, mais de leur coller même une étiquette, que je ne refute pas d'ailleurs, mais je dis, il faut savoir que la responsabilité, faire la responsabilité des uns et des autres, tout le monde n'est pas un mauvais mototaxi ou un bon mototaxi. Je veux tout simplement dire qu'il y a un avocat qui avait un jour fait venir un plombier chez lui. Et dans son cabinet, le plombier a fait le travail qu'il fallait faire. En repartant, il y dresse une note de $500, $1500, ce que l'avocat lui ne gagne pas en une heure. Il dit, mais comment un plombier peut gagner, moi qui ai fait autant d'études, le plombier qui a